Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Croyez que nous en sommes très sensibles. Nous vous en remercions encore infiniment. Le 6 mars, ici même, nous avons présenté une liste, l'Union pour Banlieue. Une liste sans étiquette, avec des femmes et des hommes venant de divers horizons. Et donc, leur seul objectif était de servir au mieux l'intérêt général, veiller au développement de notre ville, de protéger le cadre de vie et l'environnement. En quelque sorte, donner une âme humaine à la commune, à la politique en général, et rendre la parole à chaque habitant qui doit pouvoir s'exprimer et avoir sa place dans le village. Nous avons donc rencontré, écouté, entendu, enregistré les préoccupations et les difficultés de tous les jours que rencontrent nos concitoyens. En réponse à leur attente, nous voulons rétablir la tranquillité publique en multipliant, par exemple, les rondes de police. Nous voulons faire de la jeunesse une priorité. Il en va de l'avenir de notre cité. Nous voulons engager un effort nouveau en faveur des personnes âgées. Nous voulons instaurer un nouvel urbanisme soucieux des espaces verts et conforme aux exigences du développement durable. Nous voulons sauvegarder notre patrimoine, le port, la viticulture, la pêche. Nous voulons accroître le poids de Vaduz dans la communauté de communes. Nous sommes déterminés à développer le rayonnement de notre ville, notamment en matière d'économie touristique. Nous voulons doper les animations, la culture, les fêtes catalanes. Nous voulons mettre en avant les artistes locaux, les sculpteurs, les peintres, les poètes, il y en a. Nous voulons maîtriser les finances publiques et surtout stabiliser, voire diminuer la pression fiscale. Nous voulons sensibiliser les pouvoirs publics pour relancer la deuxième partie du projet de la nationale 114 à partir de l'échangeur de Port-Vendre vers Cerbère et ensuite vers l'Espagne. N'oublions pas que cette route est l'une des causes des délocalisations de nos centres de rééducation. Justement, longtemps attractive, Banlieue, avec ses 2 centres, perd désormais de l'emploi. Nous mettrons tout en œuvre pour retarder, voire annuler les délocalisations prévues et obtenir, en partenariat avec l'ARS, divers créneaux de compensation. Il faudra aussi responsabiliser nos 4 députés, les faire bouger un peu, puisque cela dépend du ministre de la Santé. Ceci dit, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous présenter notre programme pour les 6 prochaines années. Pour éviter une certaine monotonie, plusieurs membres de notre liste interviendront à tour de rôle dans chacun son domaine. Souvent, ils peuvent être 2, l'une interviewant l'autre ou l'autre interviewant l'une. Voilà, alors je vais donc passer de suite la parole à Madame Peggy Nogues, qui va être notre première intervenante, et elle va parler de la petite enfance et des affaires scolaires avec notre amie Laure Gallo. Alors je vous passe la parole, mesdames. Bonsoir à tous, pardonnez ma voix, je sais pas trop désagréable en famille. Bonsoir. Alors Peggy, tu as choisi de rejoindre le pôle petite enfance. Peux-tu nous expliquer pourquoi? D'abord, je suis une jeune maman et je me sens très
soucieuse d'améliorer le quotidien dans ce domaine pour nos deux petites filles. Peux-tu nous expliquer la mise à l'honneur des assistantes maternelles? Alors tout d'abord, il faut savoir que sur Bagnous, nous avons comme dans toutes les communes un système de crèche donc, qui est de l'ordre de la collectivité territoriale, mais il y a aussi le mode de garde individuel qui est mis à l'honneur par les assistantes maternelles. C'est un mode de garde que je connais bien et je sais qu'elle rencontre parfois quelques difficultés. Ça me tenait vraiment à cœur de soutenir ce métier-là parce que nous faisons partie des gens qui travaillons en décalé. Et aujourd'hui, les familles qui ont ce genre d'horaire en décalé avons vraiment besoin de ce soutien-là. C'est vraiment nécessaire. Excusez-moi. Alors, Peggy, qu'est-ce qu'un RAM? Alors, en fait, au démarrage, nous avons rencontré quelques assistantes maternelles et en discutant, nous sommes aperçus que peut-être pour aider leur quotidien, il serait utile de leur proposer un local pour qu'elles puissent se regrouper, notamment l'hiver, où il faut un espace un peu aménagé pour qu'elles puissent se rencontrer avec pas mal d'enfants. Et le RAM, c'est en fait un relais d'assistantes maternelles où le projet va un peu plus loin et se pose en fait sur des limites où il offre des services pour les professionnels en termes de rencontres, en termes de lieux d'échange. Ça intervient aussi pour les enfants qui peuvent améliorer leur réseau d'échange et aussi c'est un service qui peut accompagner les futurs parents et ça c'est assez important parce qu'au jour d'aujourd'hui il n'y a pas vraiment un centre d'information fluide qui passe pour toutes ces jeunes générations. Alors Peggy, il n'y a pas que ce projet qui soit à l'étude. La réforme de rythme scolaire qui doit prendre effet en septembre semble encore bien floue aux citoyens. Que peux-tu nous en dire? Alors la première chose que j'aimerais expliquer, c'est que la réforme des rythmes scolaires, comme je suis maman, m'a fait un peu peur, comme tous les autres, ça a l'air d'être effectivement un concept flou. Finalement, ce cadre de cette nouvelle loi, il est très carré sur une petite partie réglementaire et il offre un panel très très souple pour les collectivités. Donc au final, ce que les gens pensent, c'est que cette réforme est floue. À l'arrivée, elle offre une vraie chance pour nos enfants, une chance de pouvoir individualiser, personnaliser en nous servant de tout ce qui nous entoure dans les associations, dans tous les bénévolats que l'on peut retrouver au quotidien. Et ça, c'est une vraie force dans ce projet. Alors concrètement, comment vont s'articuler le cadre réglementaire et la flexibilité de ce programme? Alors en fait, il y aura la partie réglementaire, donc la loi, elle définit les heures dont les instituteurs vont devoir découper leur journée, ça c'est la loi, elle donne des petites références. Aucune des écoles en France ne peut échapper à ce cadre-là. En revanche, pour tout ce qui est du contenu et de ce qui va entourer et contenir chaque activité, elles sont vraiment libres à chacune des communes françaises. Donc c'est vrai qu'il y a des disparités en France au jour d'aujourd'hui entre les tout petits villages démunis et les grosses villes qui peuvent avoir beaucoup. Nous, on se situe un petit peu au milieu. Mais au final, c'est encore une fois, pour Bagnous, une vraie chance cette réforme, parce qu'on a vraiment un tissu associatif autour de nous qui est très très large. Alors, que peux-tu répondre aux inquiétudes des parents concernant le financement? Donc la priorité de l'école publique, évidemment, c'est la gratuité, tout le monde le sait. Au jour d'aujourd'hui, cette réforme, elle fait peur, parce que les gens pensent que ça va engager un coût. Donc elle peut s'appuyer sur le bénévolat, l'association, je le répète, mais la loi a aussi bien évolué et bien approfondi un fonds spécifique qui peut venir largement soutenir des compensations. Il existe aussi des cadres dans des conditions un petit peu spécifiques de partenariat quand on fait appel en fait à des associations spécifiques du ministère. Donc là on est sur des animateurs particuliers, mais ça peut être pris en charge. Il existe des tas de solutions qui ne sont pas très bien connues du public et qui font qu'au jour d'aujourd'hui, on peut partir sur un projet qui soit vraiment maîtrisable à tout point de vue. Alors, en résumé, de multiples combinaisons sont possibles.
Oui, puisque de toute façon, chacune des mairies va instaurer en fait le système qu'il va vouloir autour de l'organisation. Donc ça part d'abord des premiers horaires. Chaque mairie va décider en concertation avec les parents d'élèves, les instituteurs, les associations. C'est un énorme travail collectif qui doit se faire. Ça, c'est une première chose, c'est une première possibilité. Ensuite, il y a tout le réseau à installer. Et c'est vrai qu'en fonction du nombre d'intervenants d'associations, en fonction du nombre d'ateliers que l'on veut aussi mettre en place, nous avons pensé à les cuisines, du jardinage, du théâtre, les ateliers photo. Enfin, il y a vraiment tout un panel de choses à mettre en place pour que nos enfants continuent d'avoir un contenu éducationnel et vraiment pas occupationnel. Il y a vraiment une énorme différence. Alors là, ton temps de parole va bientôt se terminer. Est-ce que tu as un dernier mot? Si je devais me pencher davantage sur ce thème, il y aurait encore beaucoup de questions qui nous ont été posées et sollicitées. Puisqu'on n'a pas le temps de les développer ce soir, nous avons fait le choix de développer les rythmes scolaires. On pourra dire que notre équipe s'est attachée vraiment à essayer d'aborder tous les problèmes sous 3 angles fondamentaux. D'abord, savoir si chaque fois dans une réponse qu'on va vous donner, on est dans le juste avec la réponse juridique. Savoir aussi si socialement on est vraiment au plus proche de la réponse de nos interlocuteurs, et aussi se dire que chaque décision devra être conforme à une certaine maîtrise financière, puisqu'au jour d'aujourd'hui, chaque choix devra être fait dans cette optique globale. Voilà. Merci. Merci Peggy. Merci Peggy. Je pense que tout le monde a été très attentif à tes paroles. Donc les seconds intervenants, c'est Cyril et Bernard qui vont vous parler de la jeunesse et sport. C'est M. Maliou et M. Klotz. Bonsoir à tous. Nous allons vous présenter quelques projets qui concernent les jeunes et le sport. Nous allons créer un espace de loisirs près du jardin d'enfants, à côté du lotissement Jean Ferré. Ce pôle comprendra un city-stade couvert avec une structure gonflable, un skatepark et des bâtiments pour accueillir la maison des jeunes et le centre aéré. Tout cet ensemble sera entouré par des jardins éco-responsables et ludiques. De la maison des jeunes partira un parcours qui longera le Bail-Pompou jusqu'au supermarché. Puis direction le gymnase, le long de la voie ferrée pour revenir à l'espace de loisirs. Ce parcours sera accessible à tous, coureurs, piétons. Nous allons de ce fait récupérer les locaux actuels de la maison des jeunes pour en faire une salle de soirée pour les ados. Le chiffrage, il va falloir le réparer la toiture, installer un chauffage, changer le revêtement de sol. En ce qui concerne le stade, il faut refaire les vestiaires, il faut refaire le clubhouse, il faut fermer la buvette avec un grillage métallique, et il faut que tout cela soit fait dans de bonnes conditions pour que nos jeunes puissent profiter de leur espace sportif et loisirs. Merci de nous avoir écoutés. Merci Bernard. On va passer donc maintenant à l'emploi, développement. Ah, les affaires sociales d'abord. Ok, ben donc les affaires sociales, c'est donc Peggy. Non.
Peggy et Bernadette Carton. Bernadette, bonsoir. Peux-tu nous parler des actions que nous allons engager dans le domaine social, Bernadette? Nous savons effectivement qu'à Bagnous, nous avons une part de nos aînés qui a vécu, qui a largement contribué à connaître son environnement. Et j'aurais voulu que tu nous parles un peu plus de cette catégorie en particulier. D'accord. Alors, il y a des aînés qui ont vécu ici à Bagnous toute leur vie et qui ont fait vraiment la joie et aussi, je dirais, l'histoire de Bagnous. Il y a ceux aussi qui sont partis travailler ailleurs, qui n'avaient pas le travail nécessaire et bien à leur retraite, je pense que le village de Bagnous est le plus intéressant et le plus agréable. Et puis, il y a ceux qui sont venus en vacances. Et ils ont dit, après tout, c'est pas plus mal, Bagnous, c'est une belle ville. Il faut savoir qu'au dernier recensement, quand même, j'ai été vraiment très étonnée quand j'ai vu ça, il y avait 1800 habitants qui avaient plus de 60 ans. Et il y a 40% de retraités à Bagnous. Donc c'est une part large de la population et je pense que c'est très intéressant de s'y intéresser et de s'intéresser, de savoir qu'est-ce qu'on peut offrir à ces gens. Donc on parle des seniors, on parle des aînés, on parle des jeunes retraités. Je crois qu'il faut différencier. Je pense qu'il y en a qui peuvent être seuls, se débrouiller seuls. Il y en a qui savent aller dans des associations sans problème et ils se gèrent tout seuls. Il y en a qui ont quelques petits handicaps et là, cela faut les aider. Et puis, il y a vraiment les aînés qui ont 80, 90 ans et pour lesquels il faut faire plus attention. Bien pour les premières catégories, il faudrait dynamiser tout ce qui existe déjà à Bagnous. Je ne vais pas égrener comme partout les associations, tout ça, je pense que tout le monde les connaît. Et on a réfléchi en disant si on pouvait créer un pôle d'accueil pour toutes ces personnes, celles de Bagnous, ceux qui sont un peu plus handicapés, les jeunes retraités qui viennent et puis qui ne connaissent pas la vie de Bagnous, et tous les autres. Alors ce pôle d'accueil aurait 3 fonctions. D'abord faciliter la vie quotidienne, avec pour les gens qui ont des déplacements un peu plus difficiles, un service de transport du domicile à un lieu donné à l'intérieur de Bagnous qui serait, je veux dire, à prix modique qui permettrait justement d'éviter l'isolement. Par exemple, c'est pour aller chez le coiffeur, pour aller chez le dentiste. Et ça serait géré par le bureau d'aide sociale. Il y aurait aussi toute une cellule, et je pense que ça intéresse tous les retraités, ça intéresse également les gens qui accompagnent les retraités, et puis ceux aussi qui travaillent avec les retraités, une cellule d'information et de formation. Information et formation avec des partenaires sociaux qui seraient les médecins ou des conférenciers, ou même des personnes qui font de la gymnastique pour les personnes âgées, pour leur montrer les gestes qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Et donc tout ça, ça serait dans une dynamique également pour les informer sur les risques de la vieillesse, justement, pour le vieillir le moins vite possible. Informer et communiquer aussi sur les risques d'intempéries et les mesures à prendre. Bon, les inondations, les feux, etc. Il existe déjà une cellule au bureau d'aide sociale, je pense que les gens ne sont pas trop au courant, où les personnes peuvent s'inscrire parce que des personnes seules ou isolées dans la montagne. Et ça permet ainsi aux personnes du bureau d'aide sociale de téléphoner en cas de grosse chaleur pour savoir s'ils n'ont pas besoin de quelque chose ou de l'aide. Voilà. Et ensuite, tout ça permettra de connaître plus spécifiquement les problèmes des personnes âgées et leurs besoins. Et à partir de là, la création d'une commission extra-municipale, donc avec tous les partenaires sociaux, pourra se réunir régulièrement pour définir un programme d'action. Lutter contre l'isolement, c'est la création, ce service permettra donc la lutte contre l'isolement et permettra aussi de s'insérer dans un tissu intergénérationnel. Donc, puisque tu parles de ce tissu intergénérationnel, peux-tu nous expliquer les axes qui concernent les autres personnes de la population? Oui, alors trois points.
ça marche plus. La création en mairie d'un service d'accueil ou ce qu'on appelle le bureau unique. Vous savez que de plus en plus, il y a des services qui ont été délocalisés à la communauté de communes. Il y a des services qui étaient à la sous-préfecture, qui sont passés maintenant à la préfecture. Dans tout ce dédale administratif, les gens ne se reconnaissent plus. Donc ces services d'accueil en mairie seraient là pour écouter les besoins, savoir la demande de la personne et les orienter vraiment dans le service spécifique. Et je pense que c'est très important parce que quelquefois on est un peu paumé avec tous les papiers qui nous arrivent, mais ça peut être aussi des problèmes au niveau de l'EDF ou la facture d'eau, comme il y a eu dernièrement des factures qui sont arrivées, des rappels alors qu'on avait payé, enfin bref. Donc ça c'est important. Redynamiser aussi la fête des voisins. Il existe déjà des quartiers qui font la fête des voisins, j'en connais certains, et je pense aussi que la stimuler et la faire un petit peu plus vivante pourrait aussi permettre un meilleur contact avec les personnes qui nous entourent. Et ensuite, la création d'une bourse d'échange et des services qui pourraient voir le jour. Peux-tu nous expliquer ce que c'est qu'une bourse d'échange ? Alors, une bourse d'échange de compétences, ça existe dans des communautés de communes, ça existe dans des villages, ça existe dans des cantons. En fait, c'est des personnes qui mettent leurs compétences au service des autres. Moi, je sais faire la cuisine catalane, je veux bien donner des cours. Moi, j'ai besoin de garder, j'ai quelqu'un qui me garde le chat pendant que je suis partie en vacances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder le chat pendant... Voilà. Ce style de choses. Ça existe vraiment partout en France, dans les villages. J'ai vu à Fontainebleau, il y a même un site, et on peut très bien faire un site internet. Et ça permettrait justement de recréer des liens entre les jeunes et les moins jeunes. Et permettre aussi, par rapport à la vie qui est de plus en plus dure, d'avoir des services quelquefois qui nous coûtent cher et qui pourraient donc permettre aux autres de mieux vivre. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout. Ce système donc existe déjà dans les villages et dans les villes et permet de recréer des liens entre les autres et recréer aussi la chaîne humaine. Je n'ai pas parlé aussi parce que c'est au stade de pointillé de la move carte. Et j'en parle parce que je sais ce que c'est. Des personnes qui sont seules ou des personnes qui sont même en couple et qui n'osent plus aller au spectacle à Perpignan parce que c'est loin, parce que c'est tard le soir et qui ne veulent plus revenir par ce tour et qui n'en finissent pas. Il existe, bon ça je dis en pointillé parce que je n'ai pas bien réfléchi, mais ça existe déjà, il suffit d'aller voir les textes. Il existe des cartes d'abonnement au taxi avec une réduction vraiment très importante où il y a un covoiturage dans les taxis qui permet justement de véhiculer les personnes dans les spectacles, par exemple pour aller voir les opéras à Perpignan, les expositions, tout ça. Et je pense que ça permettrait aux personnes aussi de ne plus être isolées et de pouvoir en profiter de tous les spectacles qu'il y a dans la région. Voilà, je pense que cette fois-ci, j'ai tout dit. Bien, merci. Donc, maintenant, on va vous parler de l'emploi et du développement local. Agnès et Michel Bertha. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc pour ce volet emploi, Agnès, tu vas nous parler donc de l'emploi, mais est-ce vraiment le rôle d'une mairie que de s'occuper de l'emploi? Je serais assez tentée par une réponse de Normand, c'est-à-dire oui et non. Oui, parce que l'emploi reste une priorité nationale et que notre région est l'une des plus sinistrées de France. Toutefois, non, parce que ce n'est pas le rôle réel d'une municipalité que de prétendre créer des emplois ou de promettre des emplois. Toutefois, dans la mesure où la création d'emplois s'intègre dans un processus de développement économique, la municipalité a son mot à dire. Et c'est dans ce sens que notre équipe envisage les accompagnements vers l'emploi. Rappelons que la base
de l'emploi se défend d'abord sur l'idée de maintenir les emplois existants, de pérenniser les emplois précaires, d'identifier les besoins en formation des jeunes et d'encadrer les micro-entreprises. Alors concrètement, que peut faire la mairie pour l'emploi à Banyuls? Très concrètement et assez facilement, la mairie peut créer un pôle unique qui serait animé par un professionnel de l'insertion pour répondre aux premières questions, pour orienter vers des contacts locaux très ciblés et proposer un parcours d'accompagnement personnalisé. Dans le même ordre d'idées, on pourrait mettre en place une bibliothèque d'informations sur le droit du travail, sur les formations qui sont en cours, sur le développement du travail. Et, bien entendu, où est-ce que j'en suis? Tu allais nous parler de travail saisonnier, il me Et semble. d'identifier les besoins en formation et donc... Non, j'en suis pas là. Si, j'en suis là. Non. Oui, et les offres de recrutement saisonnier. Là, cette bibliothèque informative aurait donc ce rôle-là, prioritairement, de proposer les offres d'emploi saisonnières. En bref, et pour être sérieuse, il s'agit d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation très facile à mettre en place. Et le pôle emploi aide déjà les gens à leur recherche. Que peut apporter la mairie de différents? Le pôle emploi serait un partenaire idéal pour cette permanence. Toutefois, notre prestation est totalement différente puisqu'il s'agit plus d'un accompagnement très très localisé, c'est-à-dire sur le secteur Banyuls, Cerbère, Port-Vendres, et surtout sur, par exemple, de la rédaction de CV, de la rédaction de lettres de motivation, quand les personnes ne sont pas très à l'aise avec l'écrit, vu qu'on demande toujours des dossiers un petit peu compliqués, ce serait le rôle de ce professionnel sur place d'accompagner à l'écriture de documents. Et qui pourra s'adresser à ce service? Il y a bien sûr prioritairement les jeunes qui sont les premières victimes du chômage, les demandeurs d'emploi, qu'ils soient inscrits ou non au pôle emploi, et les activités nouvelles. Et c'est là où nous allons nous différencier. Et que peut-on faire pour aider ces nouvelles entreprises qui veulent s'implanter à Banyuls? Quand on est une petite entreprise et qu'on vient de démarrer, on a un problème de trésorerie. Et bien souvent, on ne sait pas se faire connaître. Donc je pense que la première des choses que nous pourrions proposer serait un appui à la communication. Par exemple, en diffusant l'information dans le bulletin communal. Ou un appui à l'installation, par exemple, par la mise à disposition d'un local commun. Et plus encore, on pourrait faire des mises en relation. Quand on s'installe dans une commune, des fois on n'ose pas aller vers un autre entrepreneur ou vers un groupe d'entrepreneurs. Ce serait à ce moment-là le rôle de cette permanence. Enfin, le parrainage de chefs d'entreprise à la retraite ou de chefs d'entreprise qui sont déjà bien implantés sur le secteur. Et enfin, ce serait la cerise sur le gâteau que nous proposons, une insertion minimum gratuite la première année dans le guide pratique de la commune. Parce que 80 €, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, pour un petit entrepreneur, c'est déjà 80 €. Mais ça paraît complexe à être mis en place, c'est assez technique tout ça. Pas du tout, Michel, c'est l'enfance de l'art, si tu me permets cette expression. En fait, installer cette permanence, ça revient à avoir un petit local, une table, 3 chaises, un accès téléphonique et Internet. Et bien sûr, cette petite bibliothèque. Très bien, mais est-ce que ces nouvelles entreprises ne feront pas concurrence à celles déjà existantes sur Banyuls? Non, parce que notre objectif est d'accueillir des entreprises nouvelles, non concurrentielles aux entreprises déjà installées. Même si, je mets un bémol, ce n'est pas tout de même la compétence d'une municipalité de veiller à la non-concurrence des entreprises sur place. Cela s'inscrirait vraiment dans notre thématique de développement économique. Et dans quel genre d'activité ces entreprises, disons prioritairement, vont être orientées? Eh bien, nous avons axé nos priorités sur l'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Ce sont les technologies de l'information et de la communication nouvelle, c'est-à-dire tout ce qui a trait à Internet. Ce sont des vecteurs d'une ouverture très claire sur le monde, sans concurrence directe avec ce qui existe déjà à Banyuls. Quand on n'est pas de Banyuls, c'est pas forcément évident de s'implanter sur place, de trouver un local, etc. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les aider? Toujours dans cette optique de développement économique, nous avons réfléchi justement à l'hébergement de ces entreprises. Et nous pensons à une pépinière d'entreprises. En termes simples, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une pépinière d'entreprise? Une pépinière d'entreprise, c'est un organisme de développement économique local qui est généralement soutenu par un organisme public, par exemple la commune ou la communauté de communes, le département, la région, etc., qui va faciliter le développement des jeunes entreprises à des tarifs attractifs.
en leur apportant 1. Une solution d'hébergement dans des locaux modernes et adaptés, pour un bail qui va de 6 mois à 48 mois. 2. Une palette de services sur place qui sont partagés, c'est-à-dire qui sont à moindre coût pour eux. Secrétariat partagé, salle de réunion, équipements divers. Et enfin, 3. Un accompagnement individuel du chef d'entreprise. N'oublions pas que quand une entreprise démarre, son chef d'entreprise a besoin d'être soutenu. Enfin, la particularité de l'Union pour Banous est de proposer en plus une mise en réseau via des réunions thématiques collectives. Au final, Agnès, à part les emplois, ce qui est déjà énorme, puisqu'on connaît la crise que le pays traverse, mais à part les emplois, qu'est-ce que va amener toute cette nouvelle activité à Banous? D'abord, il faut savoir que 80% des entreprises qui ont été hébergées dans des pépinières sont toujours en activité 5 ans après leur création. Ce taux est supérieur d'environ 50% à la moyenne nationale. C'est donc, pour Banous, la garantie d'une activité économique performante, qui aura des répercussions très nettes sur la vie de la commune en termes de consommation locale, de fréquentation scolaire, de dynamisation des activités, de création d'emplois locaux. Au niveau de son image à l'extérieur, Banous deviendra un pôle d'activité. Et bien entendu, pour la vie des commerces, cela va sans soi que plus il y a d'entreprises performantes, mieux le commerce se porte. Merci Agnès. C'est moi qui te remercie. Merci Agnès et Michel Bertrand. Notre programme maintenant sur ce que l'on prévoit pour le tourisme. Et c'est donc Denise Cassine qui va prendre le micro où elle est. Ah. Bonsoir Denise. Bonsoir, monsieur, dame. Denise, nous avons travaillé ensemble sur le thème du tourisme. Après un état des lieux global, peux-tu expliquer au public la stratégie que nous avons mise en place dans la cohérence d'une politique touristique? Bon, tout d'abord, je veux dire que le tourisme est vecteur d'emploi. Mais pour être vecteur d'emploi, il faut avoir des produits et savoir les commercialiser correctement. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que Banous n'est pas seulement un village. Banous a une forte identité marquée par son histoire, son terroir unique dans le Languedoc-Roussillon, ses crues et un nom qui véhicule des images telles que le soleil, la mer, les vacances, la culture et les sciences. Mais il y a aussi des hommes et des femmes qui font de ce village ce qu'il est. Et il serait grand temps que tout cela profite à ses habitants. Donc nous allons créer des produits touristiques, des produits que nous allons appeler clés en main. Les sorties d'un jour, 2-3 jours, une semaine et plus. Nous y joindrons tous les partenaires, hôteliers, restaurateurs, loueurs, viticulteurs, agriculteurs, commerçants, artisans, artistes, sculpteurs, peintres et toutes les personnes exploitant le domaine maritime et les randonnées. Les propositions seront élaborées avec l'Office du tourisme et commercialisées par l'Office du tourisme. Nous adapterons ces offres aux jeunes, aux seniors, aux clubs associatifs, aux associations qui souhaiteront passer une journée et plus pour découvrir Banous. Pour cela, il est grand temps de revoir le système Internet, donc le site web de l'Office du tourisme, afin de l'adapter à ces projets. Nous prendrons également contact avec tous les autocaristes, les écoles, les associations, dans un périmètre transfrontalier d'environ 200 km autour de Banous, de Toulouse à Montpellier et jusqu'à Barcelone. Nous ferons également la promotion de notre village dans des salons touristiques en France et à l'étranger, en collaboration avec le comité départemental du tourisme, afin que ces salons puissent se faire au moindre coût. Nous allons développer l'axe touristique européen en tenant compte des aéroports de proximité, desservis également par des vols low cost, c'est-à-dire Perpignan, Gérone, Carcassonne, Toulouse, Montpellier. Nous étudierons un système de navettes pour attirer les touristes à Banous. Nous souhaitons également prolonger la saison d'avril à octobre par des animations, des festivals, des manifestations et surtout par un tourisme de qualité et non un tourisme de masse. Nous veillerons également à ce que l'utilisation des douches et la surveillance des plages soient prolongées, ce qui profitera également à ses habitants. Nous nous pencherons également sur des produits spécifiques avec les différents partenaires locaux, tels que le laboratoire Arago, les viticulteurs, les randonneurs. Nous ciblerons la clientèle intéressée par ces offres, telles que les laboratoires, les comités d'entreprise
les collèges, les associations, les clubs, etc. Nous ferons régulièrement des réunions avec les différents partenaires liés au tourisme. Une vitrine des produits locaux sera également mise en place à l'Office du tourisme afin que ces visiteurs ne quittent pas Bagnoul sans connaître tous ces produits qui développent si bien nos papilles, tels que le vin, les confitures, le miel, le touron, les rousquis, etc. Nous voulons que Bagnoul devienne la destination incontournable de la Côte d'Herbe. Merci. On va passer maintenant à la culture, toujours avec le duo Michel Bertha et Agnès Bella. La culture. Agnès, c'est un enchaînement assez logique hein, de passer du tourisme à la culture. Nous allons définir une politique culturelle à Bagnoul. Peux-tu nous dire en quoi cela consiste? Oui, bien sûr. Définir une politique culturelle revient à donner une place utile, réfléchie, cohérente et forte à un secteur, la culture, dont les limites restent trop souvent vagues et imprécises. Je rappelle au passage que tout le programme de la liste L'Union pour Bagnoul est travaillé à partir d'un fil conducteur qui est le développement local de la commune. À partir de là, nous avons réfléchi à ce que va représenter la culture pour notre commune. Est-ce que nous allons l'utiliser pour sa valeur en elle-même? Est-ce que nous allons en faire un instrument de développement? Quels sont les enjeux de la culture pour Bagnoul? Comment va-t-elle s'intégrer à une logique touristique? Que va-t-elle apporter à ses habitants, aux visiteurs, aux commerçants, aux enfants, aux seniors, etc. C'est cela une politique culturelle. Ah, très bien, mais quel est exactement le rôle de la municipalité dans cette politique? Là encore, il convient d'apporter quelques précisions. Tu sais, Michel, en communication, comme dans les affaires, comme dans la gestion d'une commune, la clarté et la précision sont les garanties du pouvoir-faire. Il est évident que dans l'idéal, nous souhaitons mettre rapidement en place une concertation globale avec les associations, les commerçants et les acteurs du tourisme. Nous ferons donc une proposition de concertation et de consultation participative. Il est bien évident que dans l'application d'une politique culturelle, la municipalité ne peut pas agir seule et que dans cette animation culturelle, les associations en particulier doivent jouer un rôle concret. Pour faire simple, la municipalité doit simplement jouer un rôle fédérateur pour rassembler, coordonner les compétences et les potentiels. Merci, merci Bella, mais tout ça dans quel objectif exactement? Les objectifs sont très clairs. Il s'agit de donner à Bagnoul, au travers de sa culture, une image valorisée, une identité réappropriée et une économie, oui, une économie à travers la culture qui va se jouer via des animations de qualité, porteuses parfois très étroitement liées avec le tourisme. Quand tu nous dis de qualité, est-ce que ça veut dire qu'on va s'adresser à une élite? Non, pas du tout, Michel. L'accès à la culture est pour nous une priorité, et c'est l'accès à la culture pour tous dont il s'agit. Et proposer de l'événementiel culturel de qualité ne signifie pas qu'il soit réservé à une élite. Au contraire, les propositions de pratiques culturelles pour toutes les tranches d'âge de la population bagnoulin, font partie de nos priorités. Et une fois encore, j'insiste sur la place que nous laisserons à toutes les associations qui en émettront le désir. Premièrement, sur les appuis que nous comptons apporter à leur communication, et ensuite, sur l'appui que nous apporterons à la mise en place de leurs projets. Non mais Agnès, je crois qu'il faudrait parler de Mayol. Il me semble qu'on ne peut pas apporter la culture à Bagnoul sans parler de l'enfant génial du pays. C'est sûr, Michel, je sais que tu as beaucoup insisté lors de notre travail commun, mais je crois que tu es mieux placé que moi pour en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Mayol est si important dans la politique culturelle de la ville? Son œuvre est présente dans le monde entier. Il y a pratiquement dans chaque pays un musée où Mayol est exposé. Et exposer Mayol, c'est évidemment parler de Bagnoul. On a la chance d'avoir 5 œuvres sur le front de mer à Bagnoul. Ça fait de Bagnoul un lieu d'exposition en plein air, peut-être un des plus importants après les Tuileries. Et on a aussi la chance d'avoir un musée dans notre arrière-pays qui attire 10 à 12 000 visiteurs par an. Et ça participe totalement au rayonnement de Bagnoul avec un tourisme de qualité, là, pour le coup.
L'héritage de Mayol à Banyuls dépend aujourd'hui essentiellement de la Fondation Mayol. Quelle est selon toi son importance? Mais d'abord, il faut se souvenir que tout ce qui a été fait pour Mayol à Banyuls a été fait et bien fait en collaboration avec la Fondation Dina Virni. C'est la fondation qui a l'expertise, le savoir-faire pour la protection et la reconnaissance de Mayol dans le monde. J'apporte une précision. La fondation, elle est à but non lucratif. Elle fonctionne un peu sur le même mode que les associations en loi 1901. Oui, c'est bien beau tout ça, mais on entend dire que Mayol et son œuvre vont entrer dans le domaine public. Est-ce que cela signifie que l'usage de cet héritage sera libre et non contrôlé? Il y aura plus de liberté, certes, mais heureusement, l'œuvre et l'artiste restent protégés. La fondation a travaillé dans ce sens. Et c'est tout l'intérêt, évidemment, pour Mayol, et par voie de conséquence, pour notre village. Donc, idéalement, quel rôle doit jouer la municipalité dans la promotion culturelle de l'artiste, de son œuvre et de son musée? Il faut bien se souvenir que faire la promotion de Mayol, c'est par voie de conséquence faire la promotion pour Banyuls. Donc, la Fondation et Banyuls, nous avons un intérêt commun. Nous continuerons à travailler main dans la main avec eux. Il faut soutenir les expositions temporaires. On se rappelle que l'été dernier, c'était Hugo Frey qui est exposé au musée. Pourquoi pas créer des événementiels dans un partenariat gagnant-gagnant avec la Fondation? Dans les médias, on pourrait éditer un petit guide, Mayol à Banyuls, qui amènerait le promeneur de l'île Grosse au Cap d'Oun et du fond de mer au musée. Avec pourquoi pas, sur le parcours, des petites affichettes explicatives. Enfin, un autre point important, j'ai parlé des œuvres qui étaient exposées sur le fond de mer, et évidemment elles sont exposées aux intempéries, à l'accès du public aussi. Involontairement, parfois, les gens touchent les statues, ça peut abîmer la patine. On a tout intérêt à faire un plan d'entretien de ces statues, avant qu'elles ne soient trop dégradées, qu'on soit obligé de les envoyer à Paris dans une fonderie spécialisée, où là, pour le coup, on aurait des travaux de restauration beaucoup plus lourds. Et quelle conclusion devons-nous tirer de tout ce que tu nous dis? Mayol doit être une priorité culturelle à Banyuls. Pour notre image, et qui dit image, dit aussi conséquences touristiques, donc des retombées économiques. On est bien dans la logique de développement local que nous développons depuis le début de cette réunion. Merci beaucoup, Michel. Michel et Agnès, ne partez pas puisque c'est encore votre tour. Là, vous allez nous parler de la viticulture, l'agriculture et des écarts. Oui, en effet, de la culture à l'agriculture, il n'y a qu'un pas. Tu sais mieux que moi, Michel, que les vignerons sont les sculpteurs de notre arrière-pays. Donc, tu vas nous parler de l'agriculture ou de la viticulture? Je vais parler de la viticulture. Évidemment, c'est un atout majeur pour notre territoire. Les retombées économiques, directes et indirectes, sont extrêmement importantes. C'est aussi un attrait touristique et évidemment un impact paysager majeur. Mais l'agriculture, ce n'est pas que la viticulture. L'apiculture, on a quelques entreprises apicoles sur la commune. L'oléiculture, depuis une vingtaine d'années, on a vu renaître pas mal d'olivettes. Ça participe aussi à la diversité du paysage, ça fait partie de notre patrimoine. Et puis, n'oublions pas l'élevage. Il est assez discret, mais il participe à la biodiversité, notamment sur le haut de notre commune. Également, il existe un groupement pastoral qui participe à la lutte contre les incendies et à la recherche d'alternatives au désherbant dans les vignes. On doit inclure aussi les pêcheurs. Il y a 3 petits métiers à Banyuls qui ont un très beau projet de vente directe sur le port, qui profitera aux Banyulinques comme aux touristes. Et puis enfin, parfois les baleiniers, ce sont les chasseurs, mais les chasseurs participent à la gestion de la faune et donc à la protection des cultures. Leur activité est indispensable. Il est vrai que tu es au premier plan pour nous parler de la viticulture. Pourtant, quelles sont selon toi les problématiques rencontrées par l'ensemble des viticulteurs? Pour
caves coopératives, mais pour les structures indépendantes également, les caves indépendantes, on cumule deux phénomènes. La crise conjoncturelle, dont vous entendez tous parler à la télé le soir, mais il y a dans le vin une forte restructuration des marchés qui met beaucoup de caves en difficulté. Ça a pour conséquence la baisse des paiements pour les viticulteurs en cave coopérative, mais il ne faut pas oublier que la marge nette des entreprises viticoles indépendantes diminue aussi. Il y a aussi des défis environnementaux à relever, hein, la baisse des intrants, qui est une décision qui a été prise au niveau européen, à laquelle nous devons nous adapter. Également la complexification administrative de notre métier. C'est un enjeu social majeur pour Banyuls. Qu'entends-tu exactement lorsque tu dis un enjeu social? Il faut bien prendre conscience que, personnellement, j'estime à près de 1000 personnes qui sont impactées directement par l'activité viticole, éventuellement la baisse de revenus, mais ce sont des professionnels, ce sont aussi des retraités qui ont des revenus viticoles qui leur servent de complément de retraite. Et malheureusement, des jeunes ont déjà quitté notre terroir. Ce sont des familles qui sont parties, donc des enfants en moins scolarisés, par exemple. Michel, tu nous fais prendre conscience d'une lourde problématique. Aurais-tu des préconisations spécifiques pour venir en aide aux viticulteurs? Il faut que la municipalité apporte un soutien total aux projets individuels et aux collectifs pour le maintien, le développement ou la création d'activités agricoles sur notre cru, maintenant et durant toute la durée du mandat. On peut reprendre aussi le projet du Maastricht, pôle d'excellence rurale. Il faut monter ce projet en collaboration avec les syndicats du cru et les acteurs indépendants, parce que ce sont eux qui ont l'expertise et qui connaissent les besoins. Excuse-moi de te couper, tu parles du pôle d'excellence, mais comment peut être financé ce pôle auquel tu fais référence? En fait, la première tranche qui avait été réalisée n'avait pas coûté très cher aux Bagnols. Ce sont des genres de projets qui peuvent profiter de financement européen. Il y a d'ailleurs un organisme spécialisé qui s'appelle Pays Méditerranée qui s'occupe de ça. On peut aussi demander le concours de la région à travers la marque Sud de France. Donc au final, c'est pas très coûteux. Mais je reprends, parce que sur ce Maastricht, on peut exposer et diffuser notre savoir-faire. En plus, il est situé dans un endroit où il y a d'autres activités complémentaires. À côté, le biodiversarium, qui n'est pas assez mis en avant sur notre commune, la cave souterraine de la cave coopérative. Tout ça permet de créer un pôle d'attractivité touristique. Le Maastricht doit redevenir le phare de l'agriculture sur la côte d'Vermeil. Tu devais nous parler d'un hameau viticole. Oui, tout à fait. Il y a eu un projet dans les cartons qui a malheureusement pas abouti, mais il y a un vrai besoin sur le cru. Beaucoup de vignerons ont besoin de place pour stocker, donc un hameau viticole, ça peut être une zone technique, un peu un peu comme une zone artisanale, voilà, excusez-moi. Mais également, on peut y faire de la promotion ou y organiser des événementiels. C'est une fois de plus aux professionnels qui sont intéressés par le projet de définir exactement quel est le besoin. Je crois que tu voulais oui, je vais porter ta touche personnelle sur un point qui me tient à cœur. Parce que vraiment, je voudrais que la mairie profite de chaque occasion pour mettre en avant nos produits du terroir. Alors terminer les apéros avec un Banyuls servi tiède dans un gobelet en plastique accompagné par quelques cacahuètes. Les cocktails de la mairie doivent être l'occasion de mettre en avant nos produits du terroir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, mais nous sommes encore là pour un tout petit moment. Michel, maintenant tu dois nous parler des écarts. Pourquoi? Alors il y a une logique dans tout ça. Excusez-moi, j'ai la parole depuis un petit moment. Merci Agnès.
Mais il y a une logique, parce que on est dans une logique de gestion territoriale globale de l'arrière-pays. Les routes qui servent aux agriculteurs, elles ne servent pas qu'aux agriculteurs, elles servent aussi aux habitants des masses. Mais j'aime pas le mot des écarts. Parce que, comment on appelle les habitants des écarts? Les écartés? Dis donc, le terme me semble un petit peu trop fort. Et je sais que le sujet te révolte particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Écoutez, ça vous semble naturel d'avoir une route goudronnée pour accéder chez vous, d'avoir l'électricité, le téléphone, etc. C'est la notion même de pays développé, c'est qu'on apporte le service dans une parfaite continuité territoriale à tous. Eh bien, c'est pas le cas. Il y a des endroits dans l'arrière-pays qui sont un petit peu délaissés, ne serait-ce que pour des choses basiques, comme l'entretien des rues, par exemple, on y reviendra. Voilà. Et puis ensuite, je préférerais qu'on appelle les masses les mazoulins, tout simplement. Mais les mazoulins payent des impôts comme les autres, donc ils ont droit au même service que la totalité des Banoulins. Donc tu identifies clairement les points à améliorer, mais quelles seraient les attentes précises des mazoulins, comme tu les appelles? Alors il y a des masses qui se sont fortement développées ces dernières années. D'abord il y a eu un retour dans l'arrière-pays, les gens sont revenus y vivre, et puis il y a eu quelques nouvelles constructions, Masse Paré, Masse Haché par exemple. Donc il me semblerait naturel que les hommes en orange qu'on voit de temps en temps dans les rues de Banyuls pour les nettoyer, viennent aussi nettoyer les rues des masses. Et puis, pour une question de sécurité, j'aimerais qu'on puisse mettre en œuvre ou créer dans un premier temps au moins une piste carrossable, pourquoi pas une route goudronnée à terme entre la piste de la Coupe des Masses et jusqu'au Masse Paré. Ça permet de donner une alternative à la route des Masses. Parce que, imaginez aujourd'hui, si la route des Masses est coupée entre le croisement du musée Mayol, la Forge, et le Masse Paré, ce sont des centaines d'habitants qui se retrouvent totalement isolés. Ensuite, il faut continuer ou reprendre l'entretien, la sécurisation des routes de l'arrière-pays. Il y a un passage traditionnel de la mairie pour nettoyer les routes au service des agriculteurs avant les vendanges. Ça doit être continué, mais tout ça constitue un réseau d'intérêt touristique qui profite à tous. Je pense au circuit du vignoble qu'on a dû emprunter pendant le goudronnage de la route des Masses. C'était long et je vous assure, c'était dangereux. Bien, dans tous ces besoins que tu viens d'identifier, est-ce qu'il y a des priorités? La première de toutes, c'est la première des routes qu'on emprunte quand on part dans les Masses. C'est la route des Masses. Sur cette route, il y a de plus en plus de circulation. On a des usagers hétéroclites, je dirais. Des gens qui font du sport, des mamans qui promènent avec des poussettes, des personnes âgées qui viennent prendre le soleil, des gens qui travaillent, des gens qui roulent vite. Il faut non seulement la finir de la goudronner, mais il faut vraiment la sécuriser pour tous, que les piétons, les vélos puissent s'y promener en toute sécurité. Il faut sécuriser également la traversée des Masses. Je pense au Masse Paré en particulier, où il y a un virage en épingle à cheveux, et des voitures garées, ça me paraît extrêmement dangereux. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire de la route des Masses une autoroute. Ça doit rester une petite route sympa. Alors, elle pourrait même être agrémentée d'affichage touristique, dans le même esprit de celui dont je parlais pour Mayol à Banyuls. On peut expliquer Walter Benjamin, la retirade, la botanique. Beaucoup de notre patrimoine se trouve dans l'arrière-pays. Bien, dis donc, en termes de priorité, on constate qu'il y a de quoi faire. Mais est-ce que ça coûte cher? Et plutôt, plus exactement, comment peut-on faire pour financer tout ça? D'abord, la municipalité a déjà commencé le travail. Donc, il est possible de goudronner chaque année un morceau de cette route. Mais pour la sécurisation, je suis quasiment certain qu'on doit pouvoir se faire aider. D'autant plus que cette route a une vocation transfrontalière, elle mène au col de Banyuls. C'est une alternative à la route côtière qui peut être intéressante pour les Banoulins. Donc l'intérêt de cette route va bien au-delà des simples habitants des Masses. On doit pouvoir là aussi faire appel à la région, au département. Donc pour le côté transfrontalier, l'Europe doit nous aider. Merci beaucoup Michel pour ta passion sur ce dossier. Merci.
Michel et Agnès. On va passer donc à la voirie et à l'urbanisme avec Jean-Marie Baille et Jean Palette. Bonsoir. Bonsoir à tous. On va être moins prolixe que nos amis qui nous ont précédés. On va vous entretenir de la voirie, de la propreté. Ça, c'est quelque chose qui touche du plein fouet les Bagnoulins, la vie quotidienne. Actuellement, bon, on ne va pas s'étendre, il y a eu beaucoup de choses à dire. Nous sommes persuadés et décidés à apporter certaines améliorations, si toutefois nous sommes élus, bien sûr. On propose donc de créer en premier une commission de voirie au sein de la mairie. Ensuite, de réaliser la réfection des chaussées et trottoirs selon les priorités. À ce titre, former une équipe de 4-5 agents communaux spécialisés dans leur entretien spontané en enrobé ou en émulsion. Alors ça, c'est mon ami Jean Palette qui, lui, a l'habitude de la technique. La technique. Oui, ça va. Jean Palette, je voudrais vous le présenter en 2 mots. C'est une vieille famille de Bagnouls. Il est parti travailler à l'extérieur de Bagnouls. Il a été pendant 30 ans à Roanne. Roanne, c'est une ville de 40 000 habitants qui se situe dans les pays de Loire. Et lui, il a été à la tête de la voirie. C'est lui qui a entretenu 180 km de route à Roanne, donc c'est quand même pas rien. Et si il est là avec nous, c'est pour proposer sa technicité. C'est un pro, donc si nous l'avons pris, c'est parce qu'on peut lui faire confiance. Merci. Troisième chose, on voudrait également finir de goudronner la route des Masses et en assurer une meilleure accessibilité. Là, on va un petit peu dans le sens de Michel. Revoir le plan de circulation de certaines rues du village. Vous avez dû voir que pour circuler à Bagnouls, c'est pas évident dans certains endroits. Remettre en service le stationnement des véhicules 2 roues qui avait été fait avant et qui permettait à nos amis motards de laisser leur moto sans encombrer les rues piétonnes à côté. Ça leur permettait d'aller prendre un pot au café, de regarder leur moto et de repartir après tranquillement sur la route. On voudrait revoir également les horaires des livraisons. On a trouvé qu'il faut des horaires, il faut des livraisons à Bagnouls. Et quand on vous dit c'est 24 heures, ça ne va plus. La livraison doit se faire le matin. Le soir, il faudrait que chaque Bagnoulin puisse garer la voiture à la place des livraisons. Il faudrait également revoir ces places de taxi. Moi, je suis surpris de voir 5 poteaux alignés, on dirait qu'on est dans un cimetière, avec les horaires des taxis qui sont garés face à la plage. Je pense qu'on pourrait peut-être amener une amélioration à ce sujet. On proposerait aussi d'enterrer les containers de tri sélectif. Il y en a un, avenue Général de Gaulle, face à la mairie, qui est vraiment une pucelle sur la figure de Bagnouls. Il faudrait l'enterrer, c'est quand même plus esthétique. Vous en avez 2 qui sont bien, vous avez la place Passer, c'est bien fait, et vous avez celui qui se trouve à l'entrée de la promenade des allées Mayol. Donc, il faudrait essayer de trouver une solution à ce sujet. On voudrait également surveiller les dépôts de sacs d'ordures ménagères, je les appelle pirates. Bon, ce sont les gens qui passent et qui mettent à côté des poubelles un sac. Alors les chiens, la nuit, errants qui viennent, ben, ils ouvrent les sacs et ça se répand dans tout le village. Ça, c'est pas normal. Ça, on voudrait bien entendu que toute anomalie soit signalée à la mairie. Et nous voulons travailler, bien sûr, en partenariat avec la communauté de communes, puisqu'on est obligé de travailler avec elle. On voudrait mettre également aux normes tous les passages piétonniers pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire revoir les bateaux le long des trottoirs. Vous avez des fois des trottoirs qui sont un peu hauts, et ça gêne les personnes qui sont dans des voiturettes handicapées. Les mamans, par exemple, qui promènent les landaux
ou les poussettes de leurs enfants, ou bien les personnes âgées qui traînent leur tirette et qui vont faire leurs courses, eh bien, elles ont de la difficulté à passer ces obstacles. Ensuite, il nous est apparu quelque chose d'intéressant à créer, ces 3 cheminements aménagés, toujours pour les personnes à mobilité réduite. Elle partirait du centre héliomarin, la première, elle irait à la mairie. La seconde, à partir du front de mer jusqu'au camping municipal. Et la troisième, toujours du front de mer jusqu'au puits d'Elmas. Ensuite, il y aurait aménagé la plage en créant un passage piétonnier en béton depuis la terrasse du café des Arcades et qui mènerait tout le long de la murette jusqu'au quai du Passaïs et jusqu'au bas des escaliers de Cap Doum. Ça permettrait aux gens d'aller se promener donc de la plage jusqu'au pied de Cap Doum. Ensuite, on a pensé une chose, l'acquisition d'un canot récupérateur de déchets flottants pour assainir les plages. Moi, j'avais vu ça quand j'avais mon bateau à l'époque à Yansa. Il y avait Uniabout, catalan, qui se promenait à 3 nœuds de vitesse. 3 nœuds, ça fait 6 km/h, hein, vous voyez, c'est pas beaucoup. Eh bien, il était équipé de 2 bras qui étaient télescopiques, au bout desquels il y avait des épuisettes, ce qui permettait de ramasser les sacs qui flottaient sur l'eau, les plastiques, tout ce qui était encombrant. Et quand on voit à l'heure actuelle le vent d'Espagne qui ramène à Banyuls en période estivale tous les déchets sur la plage, ben, pensez que si vous prenez votre bain entre 4h de l'après-midi et 6h, ben, vous êtes dans un bouillon de culture. Donc ça, il faut quand même améliorer les choses. Enfin, obligation serait faite aux entreprises travaillant pour les concessionnaires de réseau de faire les réfections définitives des trottoirs et chaussées à l'identique après leur intervention. Parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment n'importe quoi. Vous avez des carreaux d'un côté, vous avez du ciment de l'autre, ça ne va pas du tout. Ça. Il faut essayer d'avoir une certaine harmonisation au niveau de la chaussée. Et enfin, la dernière des choses, et après ce sera fini, améliorer le service de nettoyage en ville et aux écarts. Je pense que là, il y a un effort à faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous allons passer maintenant avec Tony Torres et Bernard Manu. Ils vont vous parler du port, de Vaucluse et de la déviation. Alors, le port, la vétusté, l'insuffisance d'entretien et une gestion très approximative ont conduit à l'état des lieux actuels. Au bord de la fermeture administrative, l'insécurité complète pour les personnes et les biens, absence d'attractivité et impression d'abandon. Quel port voulons-nous pour demain? Et quel poids financier pouvons-nous accepter et surtout supporter? Le port a un budget autonome, donc le projet que je propose est totalement finançable. Je suis en mesure de vous dire que le problème d'un financement du port ne se pose pas, car la structure permet son autofinancement. Dans un premier temps, il faut changer tous les mouillages. Changer tous les mouillages qui ne sont pas marqués là. C'est là où les bouées où on accroche les bateaux. Dans un deuxième temps, les pontons. Par des pontons, des structures d'aluminium. Il faut renforcer le quai Petit ou le refaire, Georges Petit, qui est vraiment en mauvais état. En bout de ponton, en perpendiculaire, on met des caissons gerlants, amortisseurs de houle, qu'on voit ici en bleu, amortisseurs de houle, et qui font double emploi, puisqu'en même temps, on peut y mettre des bateaux entre 10 et 20 mètres, ce qui fait une bonne rentrée pour les caisses du port. Après, on allonge le ponton A, avec une digue d'arrochement de 15 mètres vers l'intérieur du port. Ensuite, c'est pas bien marqué là, mais bon, on s'est complété. On renforce la digue du large, on la renforce, puisqu'elle est en très mauvais état actuellement, et on crée un musoir en bout de ce ponton, arrondi, mais je dirais légèrement plus ovale, qui viendrait un peu sur le large. Ça fait qu'on fermerait la houle qui arrive du coup d'est viendrait mourir sur ce périmètre-là. Ça fait qu'on peut récupérer toute cette zone,
qui actuellement est à l'abandon, puisque les bâtons ne peuvent pas y rester, puisqu'il y a trop de robots là-dedans. Ça fait qu'on récupérait pas mal de locations. Voilà. J'ai tout dit, je crois. Après, son coût est estimé aux alentours de 5,5 millions et supportable par le port en tant que budget autonome, c'est-à-dire sans que la municipalité ait à supporter de charges financières induites. Nous sommes certains, dans la mesure où ce projet est économiquement raisonnable, maîtrisé dans sa gestion et équilibré financièrement, puisque le port sera seul à même de faire face à ces échéances. Et là, le port restera au Bagnolet, il n'y aura pas de DSP, il n'y aura pas de vente d'anneaux, parce que la vente d'anneaux, c'est une forme de DSP aussi. C'est-à-dire qu'on privatise les anneaux. Il n'y aura pas de DSP. Avec ce projet-là, le port peut se financer tout seul. Coût estimé 5,5 millions. Bon, tu veux parler de Bartissol maintenant? Oui, voilà. Je précise bien, le port restera au Bagnolet. C'est un sujet dont tout le monde avait peur. Je vais vous parler de Bartissol. Bartissol, voilà. Bartissol, c'est un monument qui, pour Banul, c'est très important. Mais malheureusement, il est dans un état assez déplorable. Donc il va falloir le rénover, refaire les toitures, rénover l'intérieur, le premier étage, et le réhabiliter pour que toutes les salles puissent servir pour nos associations. Alors il y a plusieurs possibilités, éventuellement de faire des panneaux photovoltaïques ou on utilisera d'autres procédés pour que le toit puisse être refait. Toujours en moins d'autres. Pour faire des économies, c'est normal. En ce qui concerne un autre projet que l'on va vous présenter, c'est une déviation qui va... Elle va arriver. Là, voilà. Une déviation qui va aller du rond-point Pijard jusqu'à la gare. C'est une déviation qui permettrait de désenclaver toute cette partie de la gare de Banus. Quand on y va, c'est toujours très dangereux, parce qu'il y a une circulation à double sens, et à chaque fois, on ne peut pas se louper, parce qu'il y a des voitures qui sont stationnées, donc ça ne permet pas une circulation fluide. Et tout à l'heure, quand on vous a parlé d'un nouveau plan de circulation, ça aussi, ça en fait partie. Ça fait partie du réaménagement de notre commune, qui a besoin d'avoir beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de vie. Quand l'on sera arrivé à la gare, elle va arriver, voilà. Donc vous voyez qu'ici on a un terrain assez immense où on pourrait éventuellement faire des parkings et aménager la continuité de cette route qui viendrait jusqu'à Bartissol. Alors il faut savoir que ce terrain est quand même un terrain qui a une particularité, c'est que quand il pleut, il absorbe l'eau. Donc si on met un enrobé normal, ça ferait beaucoup d'eau qui se déverserait dans le ruisseau. Donc pour cela, on a pensé à faire un bitume poreux. Un bitume qui est utilisé sur les autoroutes et qui permet que l'eau s'infiltre sans qu'elle ruisselle. En plus d'un pluvial qui serait prévu, en plus. Pour éviter les débordements ou que l'eau arrive trop vite sur la place du marché. Et les habitations en dessous qui ont très peur que l'eau se déverse sur ces habitations-là. Et on le voit bien à l'image, et que sinon on ne sécurise pas ça un jour ou l'autre, on pourrait avoir des problèmes. Ensuite, on fera une petite bretelle qui redescendrait sur la route du marché. Voilà, une petite bretelle là, qui redescendrait sur la route du marché pour descendre en bas.
Et on aménagerait avec des escaliers pour l'espace piétonnier qui descendrait aussi sur le marché. Voilà. On pourrait prolonger cette route sur jusqu'à Bagneux, jusqu'à Partissage. Partissage éventuellement, jusqu'à la résidence épanouie. Ce qui fait, voilà, ce qui constitue depuis le départ le plus des déviations pour 30% des Bagnolais qui habitent sur cette partie. Le plan d'Actory, le Pardal et le parking du Delmas. Voilà, ça me semble très intéressant. Tu parles du Delmas? Intéressant. On peut voir la diapositive. En ce qui concerne le Delmas, on s'aperçoit qu'il y a un pont avec une sortie en angle droit. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire à l'heure actuelle, et où on peut passer qu'un seul véhicule à la fois. Donc on a pensé de faire, au niveau de la gendarmerie, un rond-point et un pont qui viendrait rejoindre la voie qui arrive sur le pont actuel. Un bel ouvrage. Un bel ouvrage. Un bel ouvrage. On va appeler ça un ouvrage. Ce qui permettrait de désenclaver le Delmas. Parce que ça aussi, ce n'est pas normal que l'on ait un quartier de Bagneux qui soit enclavé par un pont qui est plus adapté à la circulation actuelle et à la vie actuelle. En 2014, je pense que ce pont est devenu obsolète. Un peu, oui. Parce qu'il y a toujours là à attendre que l'on passe pour passer. Donc je pense que cet ouvrage est très intéressant. Et surtout, les habitants du Delmas se méritent tout le temps. Et c'est très important pour que les personnes puissent circuler. Et pour éventuellement après, par la suite, tout ce qui est le country club, derrière le country club, s'il y a un lotissement qui peut se créer là-bas derrière, on commencerait à faire les infrastructures nécessaires déjà. C'est un projet un peu avant-gardiste, mais bon, on ne sait jamais l'avenir. Bien, ben voilà, c'est terminé. Nous terminons. On va donc passer à un sujet sensible, c'est la sécurité, et c'est Jean-Marie Baye qui va vous en parler. Oui, c'est le dernier sujet, là, important. On va conclure. Je suis le dernier à passer, vous n'aurez plus à souffrir et à écouter, parce que vous avez été attentifs depuis un bon moment. Alors, la sécurité des personnes et des biens, ça c'est quelque chose d'important. Nous sommes dirigés sur deux axes. Le premier, les risques d'inondation. Vous savez que l'inondation, à l'heure actuelle, quand on a vu ce qui s'était passé en Bretagne, dans les Charentes, la côte basque et la côte d'Azur, ben on était content d'être à Bagneux, hein. Alors, pour cela, on a trouvé 4 éléments qui pourraient être intéressants. D'abord, ça touche toute la mise hors d'eau. Curer les lits de la Baïorie et des ruisseaux y afférents et vérifier les bassins écrêteurs de crues. Ça, c'est la première chose. Revoir l'écoulement des ruisseaux. 3, vous avez Matifoc jusqu'au niveau du marché. Baïpompou au niveau du GICB et le CERIS. Ensuite, veiller en automne, au moment où les feuilles de platane ou autres arbres tombent, qu'elles n'encombrent pas les égouts, que les égouts puissent absorber toute l'eau qui tombe. Et en dernier, en ce qui concerne l'urbanisme, nous appliquerons la loi. Pas d'autorisation de construction en zone inondable, pas de passe-droit, parce qu'après ça se retourne contre qui? Contre le maire. Deuxième sujet, la sécurité des personnes. Savez-vous qu'aujourd'hui, en France, 70% des gens se sentent concernés par le problème d'insécurité? Si auparavant c'était l'apanage des villes, ce fléau se répand actuellement dans le monde rural. Bien sûr, Bagneux n'est pas Chicago, mais il n'empêche qu'un certain nombre de nos concitoyens ont été confrontés à des actes de malveillance, vol, agression, vandalisme, personnes importunées par des maniaques aussi. Nous avons des droits imprescriptibles, nous Bagneux, droit de vivre paisiblement dans notre village,
Droit de ne pas craindre de sortir le soir sans être agressé. Droit de ne pas retrouver son domicile impunément visité, voire saccagé. C'est pourquoi nous émettons les propositions suivantes. Réorganiser et donner les moyens nécessaires au service de la police municipale par des actions de prévention et de dissuasion. Plus de présence sur le terrain pendant certains congés et pendant la période estivale. Créer une synergie et un partenariat entre police et gendarmerie. Réunion commune, action commune. Renforcer la surveillance vidéo sur le parking du marché, dans les rues et espaces de loisirs. À ce sujet, je voudrais vous dire qu'il y a eu un événement marquant à Bagnols. 6 listes électorales, sans se concerter, ont trouvé naturel de renforcer la surveillance vidéo. Ce qui prouve que le bon sens peut primer sur la politique. Il suffit de le vouloir. Mise en place enfin d'un bureau de doléances où les victimes seront accueillies, soutenues et écoutées. Ce bureau se trouvera à la mairie. Mais je voudrais terminer en vous disant que nous comptons sur vous tous qui êtes ici ce soir, Bagnoulène, pour signaler ce qui vous semble être anormal, douteux, bizarre dans le village. Pensons aux victimes. Ce n'est pas de la délation ni de la collaboration de dire ce qui ne va pas. C'est faire acte de civisme, être citoyen. Tous les actes d'incivilité doivent être punis et éradiqués, et ce pour le bien de Bagnols. Les voyous doivent être punis, c'est tout. Alors, avant de conclure, je voudrais m'adresser à vous tous qui êtes venus nous écouter, connaître nos intentions, notre programme, et nous juger quant à notre capacité de faire le poids pour gérer la mairie de Bagnols. Je voudrais vous dire qu'un maire, aidé de son conseil municipal, ne peut pas tout faire. Il a besoin de l'assentiment de la population locale. Nous avons besoin de vous. Vous devez être partie prenante à la gestion de notre village. Comment? Par des actes citoyens, en faisant preuve de civisme, et ce à tout niveau. Ensemble, si nous avons la volonté, nous pouvons changer Bagnols, le tirer de sa torpeur, le rendre propre et attractif, le sécuriser, lui donner un visage plus humain et fraternel, où il fera bon vivre ensemble, bref, être fier de notre village. Comme disent les Américains, yes we can, mais je le dirai en catalan, à Bagnols, si, tot sigas podem. Merci Jean-Marie. Donc on se dirige vers la conclusion de cette réunion en compagnie de mon amie Denise. Donc la prestation de nos intervenants, la connaissance des dossiers, l'expérience professionnelle acquise dans leur domaine, le sérieux, le dynamisme, l'envie de bien faire prouvent la compétence et la cohérence de toute une équipe qui a travaillé de longs mois à ce projet et qui saura gérer avec confiance les affaires de la commune. Comme vous avez pu constater, c'est un programme concret, pluriannuel, conçu pour répondre au mieux aux attentes de nos administrés. Il se veut budgétairement maîtrisé, les finances publiques se veulent restrictives, il nous incombe donc de mener à bien les engagements que nous avons pris. En fonction évidemment de l'état des finances que nous allons découvrir. Notre grande motivation est de donner toute l'année qualité de vie la meilleure à tous nos habitants. C'est notre engagement. Faites-nous confiance le 23 et 30 mars. Je vous remercie de votre attention et c'est Denise qui va conclure. Voilà, je vais donc conclure. Je pense que nous avons exposé assez clairement les projets qui nous semblaient les plus importants. Le reste du programme, vous le découvrirez dans les dépliants que nous vous avons remis. André vous a parlé succinctement des finances de la ville. Mais ce que je tiens à vous souligner, c'est que nous ne vous avons pas bombardé de prospectus pour deux raisons.
une raison économique et une raison écologique. Il faut savoir que la campagne se paye sur nos deniers personnels. Nous avons sur notre liste des jeunes qui travaillent et des retraités. Mais tout le monde a voulu contribuer selon ses moyens à cette campagne. Nous y avons donc été avec parcimonie. Mais ce que nous n'avons pas compté, ce sont nos heures de travail et notre investissement personnel pour Manu. C'est ainsi que nous gérerons tous ensemble, en union, notre village. Nous vous invitons tous maintenant à la sortie de cette salle pour un apéritif. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions complémentaires. Nous sommes munis de badges et vous saurez ainsi à qui vous adresser. Ce sera en toute sympathie, autour d'un verre de Banyuls. Votez tous le 23 mars. Votez bien, votez André Lopez.